Amis téléspectateurs de 20 News TV, bonsoir. Nous sommes à Abidjan, où nous reçoit aujourd'hui à ses bureaux au Conseil régional détaché, en tout cas du Cavalry sur Abidjan, M. Sarr Boé. M. Sarr Boé est le nouveau président du Conseil régional du Cavalry, en remplacement du défunt ministre Dagobert Banzio. Bonsoir, nous allons parler de votre nouvelle nomination. Nous allons aussi parler de la crise qui a eu lieu dans le Cavalry, plus précisément à Guiglo, et parler de votre ancienne ville qui est Guiglo. Alors, comment se porte aujourd'hui votre ville de Guiglo? Non, c'est pas mon ancienne ville, Guiglo c'est ma ville. Oui, ancienne ville en tant qu'administrateur, parce que vous êtes le député de Guiglo. Oui, tout à fait. Ok, j'étais effectivement député de Guiglo préfecture, mais je suis natif de Guiglo, originaire donc du canton de Zanon, donc de Guézon, à la sous-préfecture de Calais. Et donc aujourd'hui, je peux dire que le calme est revenu à Guiglo. Guiglo a connu des moments difficiles, mais au-delà de Guiglo, c'est tout le Cavalry, parce qu'on a eu des cas à Zéalo, à Zalbanou, et même au-delà. Et même à Taï, donc c'est tout le Cavalry qui était embrasé, qui était notamment secoué par cette crise que nous avons connue. Dieu merci, la situation s'est rétablie. Nous avons un calme que nous devons véritablement chercher à pérenniser. Président, vous avez été élu ou désigné ou nommé, en tout cas après le décès du ministre Banzio Dagobert. Alors comment se fait votre désignation à la tête du conseil régional? D'abord, c'est le moment d'avoir quand même un conseil pour le ministre Dagobert Banzio, qui en 2013 nous a fait confiance en nous mettant dans son équipe, afin de pouvoir notamment conduire non seulement sa campagne, mais aussi conduire l'équipe pour pouvoir porter le développement dans le Cavalry. C'est dans ce sens-là que le ministre a bien voulu me nommer premier vice-président. Mais au-delà de cette nomination, c'était d'abord le projet que le ministre portait, qui était notamment basé sur le développement humain, le développement du Cavalry. Vous savez, le ministre Banzio Dagobert, c'est un économiste, et il avait voulu mettre en pratique tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il a fait pour les autres ici et à l'extérieur. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé une équipe qui véritablement a eu quand même des résultats sur le terrain. À la suite du décès du ministre Dagobert Banzio, et ça a été peut-être un choc pour nous tous, un choc terrible pour la région, mais personnellement, nous, c'est proches collaborateurs à qui nous étions vraiment, moi j'étais son bras droit, je suis, et comme le dit la loi, en cas de vacances de pouvoir, quelle qu'en soit la raison, le poste vient par ordre de préséance au premier vice-président, mais ce n'était pas seulement une application de la loi, il fallait aussi que les autres conseillers régionaux et qu'il y ait une cohésion au niveau du groupe. Je pense que le ministre, pendant ces moments d'absence, en nous confiant l'intérim, a voulu notamment nous mettre à l'œuvre. Et il nous a vraiment donné des conseils, de créer une cohésion au niveau de l'équipe. Et c'est cette cohésion-là qui a permis notamment d'avoir une légitimité. Parce qu'on peut être légalement désigné, mais ne pas avoir la légitimité au niveau des conseillers. Et c'est notamment cette légitimité qui est pour nous la plus importante qu'une désignation conformément à un test. Parce que vous pouvez être désigné et puis ne pas être dans un conseil ouvertement, parce que vous pouvez avoir la loi avec vous, mais ne pas avoir les conseillers, ne pas avoir la population. Et donc, ça a été la volonté d'abord de tous les conseillers, ça a été la volonté de tous les vice-présidents, et je pense que ça a été la volonté de tous les élus et cadres et des populations du Cavalry qui a permis que nous puissions être ici, donc désignés conformément à l'arrêté signé par le ministre de l'Intérieur. Dites-moi, Monsieur le Président, alors est-ce qu'il y aura des élections? L'intérim pendant 3 mois, du décès du ministre à la date du 29 novembre. Et donc, les tests, l'arrêté qui est fait, c'est une application de tests qui désigne maintenant le président du conseil régional. Jusqu'à la fin du mandat. Jusqu'à la fin du mandat. Donc, nous ne sommes pas véritablement dans un intérim. Donc, nous assumons la fonction du président du conseil régional. Vous allez voir, vous avez les tests avec tous les droits, tout ce qui va avec. Et donc, nous avons à charge le développement du Cavalry avec tout ce qu'il faut pour le faire. En parlant du développement, président, je vous prends en mot. Quels sont les nouveaux défis? J'ai un défi, c'était l'ambition du ministre Dagobert Banzio. Je pense que le ministre Dagobert Banzio, quand il a pris le conseil régional du Cavalry, il a axé son développement sur l'éducation,
sur la santé, mais surtout le développement humain. Ce qui a fait que dès que nous avons pris, conscient que nous avons un potentiel forestier, nous avons la terre, il a pensé qu'il fallait mettre les gens au travail, afin de pouvoir, si nos parents sont au travail, ça peut régler le problème du foncier. Et donc, dès que nous avons pris, nous avons fait 1500 hectares sous l'exploitation des VA, nous avons installé nos parents au vivrier, cacao et autres, afin que véritablement le développement humain puisse être au cœur de notre activité. Mais mieux, c'est que sur le plan de l'éducation, vous savez, quand vous prenez le Ndagoué Banzio, c'est quelqu'un qui a commencé à Théon et il s'est retrouvé dans les plus grandes écoles à l'extérieur. Et donc, il a toujours pensé qu'on pouvait être né à Théon et puis peut-être se retrouver ailleurs, ministre comme il a été. Et c'est pour ça qu'il a mis l'éducation a priori en lançant un projet de construction de 16 collèges. En réalité, ce sont des collèges de proximité. Pour nous, chaque canton, chaque sous-préfecture devait être doté d'un collège, afin que jusqu'en 3e, nos frères ne puissent pas véritablement aller dehors, hors de la ville, et ça va désengorger le lycée de Kigo. Vous voyez aujourd'hui, au lycée de Kigo, vous avez 7000 élèves. 7000 élèves qui sont dans des conditions difficiles. Donc nous pensons que quand nous aurons fini ces 16 collèges, non seulement on va désengorger le lycée de Kigo, Dieu merci, nous sommes en phase de pouvoir livrer 5 collèges cette année. Et donc, voilà un défi qui était le plus important. Et puis nous avons, au-delà de ça, il y a eu véritablement la santé, où nous avons construit beaucoup de centres de santé. Et donc c'est véritablement être au cœur du développement des populations. L'électrification, avant le projet BAD, le vaste projet BAD qui va couvrir toute la région, l'électrification était un mythe chez nous. On était encore, avoir l'électricité, c'était vraiment un rêve. Et donc nous avons pu, aujourd'hui, grâce au conseil régional, électrifier totalement et mise en marche 11 villages qui sont connectés. Quand vous prenez Guézon, Kadé, Diaï, Croix des Guézons, bon, je ne sais pas tous les cités, mais ils ont connu l'électricité et totalement, vous savez, les cités est budgétivore. C'est un gros projet qui prennent véritablement assez d'argent. Et vous savez que le budget des collectivités, ce n'est pas aussi véritablement aussi intense qu'on le pense, mais nous avons réussi à le faire. Et ça, c'est une de nos fiertés. Le ministre peut dormir en paix parce qu'il a apporté l'électricité. Il a permis à 1500 jeunes de pouvoir véritablement être aujourd'hui autonomes sur le plan agricole. Il a permis aujourd'hui à plus de 1000 personnes d'avoir un permis de conduire, mais des permis de conduire ABCD, qui au-delà du fait que c'est un permis de conduire, c'est un diplôme qui peut permettre aux jeunes de pouvoir se lancer dans le transport. Nous avons développé un vaste programme de vivriers. Si vous allez à Guiglo, vous allez voir qu'on a un champ école à Blolequin, où on a des jeunes qui viennent, ils apprennent, et quand ils sortent de là-bas, on leur donne des kits d'installation. Vous allez au niveau des Guiglo, on a lancé un projet d'insertion d'entreprise INIE, où on a aujourd'hui des jeunes qui font des tomates ensemble, ok, et il y a une société de pisciculture, c'est des jeunes qu'on a financés à hauteur de près de 80, on a déposé un fonds de garantie de près de 95 millions. Aujourd'hui, nous sommes en train donc d'installer un fonds de garantie de 100 millions. On a déjà financé près de 40 millions de ce fonds de garantie, mais on pense pouvoir arriver à 100 millions. On pense que c'est des revolving, c'est vraiment pour mettre les jeunes au travail. Voilà une personne. En tout cas, Président, nous allons tout dernièrement, je vais juste faire une parenthèse. Il y a eu le samedi dernier des sortissants, des moments qu'on les appelle les moments des artistes web, dénommé Amaoué, qui a organisé une levée de fonds pour venir en aide aux sinistrés, nos blessés qui sont dans les hôpitaux à Guiglo. Vous savez, en matière de gestion de conflits, il faut beaucoup plus de prévention. Il faut beaucoup plus d'apaisement. Il faut qu'on arrive à désarmer les cœurs. Il faut que chacun de nous puisse être un vecteur pour pouvoir. Sinon, notamment, moi je suis. Si elles sont les mamans des artistes web, c'est que moi j'ai les tontons des artistes web. Puisque elles toutes, les mamans d'Anoké, que ce soit Tikoya, Bertine, Hubertine, que ce soit Madame Dosso, ce sont vraiment mes mamans quand je viens à mes grandes soeurs, mes mamans quand je viens à Paris qui me reçoivent. Donc j'ai été aussi parrain de la Messe Casa au niveau donc des Amours. Et donc elles ont tout mon soutien. Et je pense que c'est dans la même logique que nous nous soutenons. Tant qu'on peut apporter du soutien. Là, tout à l'heure, vous n'avez pas vu parce que je reviens de la Pisane. On était allé libérer les blessés, en fait, saluer encore les blessés qui étaient à la Pisane. Il y a 2 qui sont rentrés au village. Il y a un qui est encore là, mais on était aussi mis en mission par Mme la ministre en auto, qui vraiment s'est occupé de ces jeunes-là. On était vraiment allé en son nom
pour prendre un peu l'état de la santé. Si je vais résumer ce fait, c'est vraiment les encourager et puis véritablement qu'au-delà de ça, qu'on puisse véritablement désarmer les cœurs des uns et des autres. En parlant de désarmer les cœurs, Président, qu'en est-il vraiment sur les accords signés qui stipulaient que sur la rive gauche devait y avoir les ouest, la rive droite devait y avoir les baoulés? Vous savez, le Gouin de Bé est une forêt de classe. Et comme le disent nos parents, pendant tout ce temps, ils ont respecté leur part qui était notamment de préserver cette forêt. Elle a été infiltrée par des personnes venues d'ailleurs, qui sont aussi des Baoulés, des Burkinabés et d'autres personnes allochtones. Dans le Gouin de Bé, à l'origine de cette crise, il faut d'abord comprendre, puisque nous avons l'occasion quand même de parler à la télévision, il faut expliquer notamment qu'est-ce qui s'est passé dans le Gouin de Bé. Mais avant ça, j'ai une petite explication, j'ai une petite image que je partage un peu. D'abord, avant d'arriver à l'image, dans le Gouin de Bé, donc, à la suite donc, de la crise qu'on a connue, s'est installé un monsieur qu'on appelle Salam. Salam, quand il est arrivé, il a trouvé des personnes aussi dans le Gouin de Bé. Mais Salam, tout comme Amadou Oulede, régnait à maître dans le Gouin de Bé. Il a trouvé des personnes qu'il a spoliées de les terres, mais Salam aussi s'est allié à un certain Télès, avec qui lui aussi ils ont fait de grandes plantations. Donc Salam a planté, il a mis la main sur certaines plantations et il a planté beaucoup. Et donc Salam, à la suite donc des plaintes qui ont été posées par ses voisins d'alors, qui étaient certainement aussi des Burkinabés et des Baoulés, Salam s'est retrouvé en prison. Mais le verdict qui a été donné, c'est que Salam est parti pour 15 ou 10 ans, je ne sais pas, mais aussi tout le monde devait déguerpir le Gouin de Bé. À zone en caisse en son devait être déguerpi. Donc ce n'était pas une victoire totale des uns, puisque Salam était en prison, mais les autres aussi devaient déguerpir. Et Salam, qu'est-ce qu'il fait? Donc Salam dit à nos parents que, bon, comme tenu du fait que je suis en prison, je vous donne notre map. Donc voilà où la crise a commencé. Donc nos parents, nos jeunes frères de l'Alliance, ont réclamé les terres qui ont été de Salam, puisque Salam était en prison. Donc c'est sur ce principe-là que tout est parti d'abord. Et c'est comme ça que un comité de médiation a été mis sur pied et on a parlé au-dessus du Gouin de Bé et en dessous. Donc quand on parlait des rives gauche sur droite, ça veut dire une partie des structures dessus. Mais en réalité, quand on parle d'accord, moi je pense que signer des accords sur quelque chose qui ne vous appartient pas. A priori, la forêt appartient à l'État. Mais l'État, les riverains sont d'abord à l'origine des premiers propriétaires. Et ces riverains-là, par respect donc, de l'État, n'ont pas touché la forêt. Et ils sont surpris de voir que la forêt qu'eux, ils ont toujours respectée, elle était utilisée par les gens. C'est pour cela que je vais donner une image. Vous savez, il y a 30 ans de cela, on arrive dans un village, et on a dit à tout le monde, c'est vrai, peut-être qu'on peut avoir la famille prochainement, mais cette case-là que voici, c'est un grenier rempli de nourriture, on dit à personne, on dit bon, il faut que cette case on la protège. Personne ne doit y entrer. Donc, pour ne pas que, parce qu'on s'est dit dans l'avenir, on peut avoir faim. Et comme on va avoir faim, on aura besoin de cette case. Et donc, on demande aux autochtones donc, de surveiller la case. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent devant la porte pour empêcher que les gens rentrent pendant 30 ans. Pour empêcher que leurs enfants rentrent, parce qu'ils disent que cette case-là contient de la nourriture, que c'est un grenier pour les générations futures. Et ils ont fait 30 ans à l'intérieur dans cette case. Et puis un jour, ils se sont dit, bon, ça fait 30 ans qu'on surveille la case. Au moins, il faut qu'on rentre pour aller dépoussiérer pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la case. Ils ouvrent la case, ils ouvrent la porte, ils se rendent compte que là où ils étaient, la porte sur laquelle ils étaient depuis 30 ans, en réalité, la case là, il y avait une autre porte par derrière que les gens exploitaient pendant 30 ans. Et donc ils ouvrent, ils se rendent compte que pendant 30 ans, où ils étaient devant, il y a des gens qui exploitaient pendant 30 ans. Le peu de graines de riz qui est tombé, ils veulent le récupérer. Voilà un peu le problème. C'est cette image que moi j'ai de la crise du Gouin de Bé.
Et donc, je lui ai dit que quand on parle d'accord, moi je pense que d'abord c'est une forêt classée. J'ai été celui qui a mené les négociations avec le député Séolé. Quand ça a commencé, nous avons mené des négociations franches, nous avons discuté avec nos parents, avec les allogènes, avec les alloctones baoulés. Et il y a eu des accords qui sont des accords verbaux qui a permis aux gens de répartir. Malheureusement, il y a eu des plans de sécurité et on a eu le premier mort au niveau de notre jeune frère Guéré qu'on a enterré la semaine passée. Voilà où la crise est. Il y a eu combien de morts dans cette crise-là? Je pense qu'il y a eu 11 morts. Il y a eu 11 morts. En tout cas, hier, quand nous étions au niveau du ministère de la Solidarité avec à la préfecture, il y a 11 corps qui ont été indemnisés, qui ont été soutenus. Donc, et on peut les citer, je pense, entre autres, je ne vais pas faire une comptabilité macabre, je ne vais pas rentrer dedans, mais je peux dire que dans les 2 camps, dans les 3 camps, puisqu'il y a eu des Burkinabés, il y a eu 5 Burkinabés parmi qui ont été assassinés, il y a eu des parents guéris qui ont été assassinés, dans tous les cas quand même, mais ce que je peux dire, il y a eu aussi des disparus. Aujourd'hui, je vous parle, il y a 4 personnes, 4 jeunes décadrés qu'on ne retrouve pas jusqu'à présent. Et puis, je crois qu'il y a encore, on signale encore certains disparus. Mais en tout état de cause, cette crise, vraiment, nous avons beaucoup perdu. Nous avons beaucoup perdu et le sang a coulé. Et c'est pour cela que l'État a pris ses dispositions pour pouvoir régler la crise en profondeur. Oui, l'État a pris une décision de faire partie des occupants de la forêt classée. Quelles sont les mesures prises pour recaser aussi ceux qui étaient dedans? Mais je pense que la décision qui a été prise, elle est salutaire, parce qu'en réalité, vous savez, quand vous volez quelque chose, vous allez dans la maison de quelqu'un, quand vous voulez que vous faites du bruit, mais c'est sûr qu'on va vous déguerpir vous tous. Mais au-delà de ça, nous en tant que cadres, je ne peux pas répondre quelles sont les mesures prises, mais c'est qu'est-ce que nous... Oui, parce que le sentiment que vraiment les gens ont eu à l'extérieur, c'est qu'il n'y a pas eu une mobilisation de cadres, vraiment autour de cette affaire. Non, je regrette. Je pense que jamais les cadres ont été aussi mobilisés, aussi solidaires, qu'on n'a jamais joui des cadres aussi mobilisés. Malheureusement, si on veut faire la politique, on ne va pas voir le travail que les gens font. Si on veut faire la politique, on ne va pas comprendre que des cadres ont fait des nuits blanches. Si on veut faire la politique, on ne va pas comprendre. Moi, par exemple, moi j'avais des missions à l'extérieur, mais je n'ai pas pu partir. Le député Solodé, il n'a pas pu partir. La ministre Anoto qui a conduit véritablement tout le processus avec les cadres. Mais pour la féliciter, les cadres se sont mobilisés, quelles que soient les tendances. Donc vous pouvez confirmer aujourd'hui que le cadre est revenu dans la forêt passée? Non, moi je pense que parce que la crise a fait plus de tort en dehors de la forêt classée que dans la forêt classée. La forêt classée a été la mèche qui a explosé toute la région. La forêt classée, après la forêt classée, quand on dit ici quelqu'un, le jeune qui est mort à Bewa, il n'était pas dans la forêt classée. Ceux qui sont morts à Mona, ces jeunes qui sont morts à Mona, ils n'étaient pas dans la forêt classée. Les gens qu'on a tués à Ziago, ce n'est pas dans la forêt classée. Donc il y a tout ça, il y a tous ces paramètres. Ce que je veux dire, c'est que la crise est née dans la forêt classée, mais elle a fait exploser en dehors de la forêt classée. Et aujourd'hui, la situation est au calme. Moi, j'ai bien fait une tournée aussi bien dans les villages que dans les campements. Nos parents et les populations allochtones et autochtones sont dans un processus de paix et de réconciliation, de cohésion. Ils ont commencé à se parler. Mais chacun va au champ, ça va qu'à leur occupation. Je ne dis pas que la paix des cœurs est arrivée, parce que tant peut-être qu'il y a l'armée qui est vraiment très présente, on aurait souhaité que véritablement on ait une paix qui n'est pas une paix forcée ou peut-être au niveau de l'armée. Mais je pense aujourd'hui que les signaux que nous avons montrent qu'il y a de la calmie, et c'est dans la calmie maintenant que nous allons régler en profondeur la crise. En tout cas, merci beaucoup, M. le Président. Voilà. Merci de nous avoir reçus dans vos bureaux ici à Abidjan. Vos bureaux organisés ici. Bon, devant nos téléspectateurs qui vont forcément vous suivre aujourd'hui sur 22 TV, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population du Cavali et du Guémon aussi? Je vous remercier parce que vous êtes, en tant que télévision, organe de presse, vous êtes la voix véritablement du pays profond, bien qu'étant véritablement dans la diaspora.
Et je sais comment vous êtes battu pour qu'on puisse se parler, pour pouvoir parler des préoccupations de nos populations. Aujourd'hui, j'ai encore ce deuil du ministre Dagobert Banzio parce qu'il avait une ambition pour sa région. Vous savez, quand on parle de la forêt, et que, est-ce que c'est une coïncidence ou ce monsieur qui a fait du foncier une des préoccupations majeures dans toutes ces actions, que ce soit au Parlement, que ce soit au gouvernement, au moment où il décède, c'est là ces problèmes de surgissent. Et je pense que ça dénote notamment que nous devons prendre ce problème à bras le corps sérieux, afin que nous arrivons à résoudre. Parce que quel développement nous pouvons faire si nous n'avons pas, nous pouvons avoir les semences, nous pouvons avoir les outils, mais si nous n'avons pas de terre pour permettre à nos parents de pouvoir vraiment exploiter. C'est pour cela que le problème du foncier va au-delà d'un seul problème du foncier, c'est un problème de survie et de développement général pour notre région. Et ça, nous en tant qu'élus et cadres, nous prenons cela à bras le corps. La région du Cavali, nous avons hérité une région avec vraiment des projets et nous pensons que nous allons arriver notamment à honorer la mémoire de notre défunt président en arrivant notamment à faire ce qu'il avait voulu faire et terminer les projets qu'il a commencé. Pour ce qui est de la cohésion, je lance un appel à tous les cadres. Au-delà de notre tendance politique, vous savez, Oufo disait, devant les petites choses qui nous divisent, regardons ensemble les grands qui nous unissent. Ce qui est grand pour nous, c'est le Cavali. Nos pouvoirs politiques, c'est les chimistes qu'on peut laisser et porter quand on veut. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on pense comment on va se retrouver pour pouvoir poser des problèmes. Je remercie toute la diaspora, les Malatis et tous ceux qui se mobilisent pour le Cavali. Mais je reste à leur écoute en tant que président de la région pour pouvoir apporter les solutions et les réponses avec le soutien de mes aînés qui sont au gouvernement, dans la ministre, avec le soutien de nos frères qui sont peut-être dans l'opposition, mais qui ne sont pas forcément, avec qui n'ont pas peut-être les mêmes visions politiques, mais nous avons le même cœur qui bat pour la région, qui bat pour le peuple, c'est le même sang qui coule. Donc pour ce faire, nous devons nous mobiliser tous pour pouvoir véritablement apporter le calme et puis apporter le développement. Pour notre part, nous sommes sur le terrain du développement et nous pensons que nous allons y arriver. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Président. Vraiment, merci.